Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une figure qui a complètement dynamité notre façon de voir l'esprit humain. Sigmund Freud. Bonjour, oui, un monument et une figure très controversée aussi. Tout à fait. On a une pile de textes et d'analyses sur son concept le plus célèbre et peut-être le plus mystérieux, l'inconscient. Et notre but aujourd'hui, c'est de plonger là-dedans, de vraiment essayer d'en tirer la substantifique moelle. On ne va pas faire un cours d'histoire, mais plutôt essayer de comprendre ce que cette idée d'un esprit caché... Ce que ça a encore à nous dire aujourd'hui sur nous-mêmes, Exactement, au quotidien. parfait. Alors, pour commencer, il faut bien situer Freud. On parle d'un médecin neurologue à Vienne, fin du 19e, début du 20e. Mais il a assez vite quitté le terrain de la médecine pure, non? Oui, très vite. Et c'est un point de départ absolument essentiel. Il a fondé sa propre discipline, la psychanalyse. Et il faut bien la voir non pas comme une science médicale. Ce n'est pas une branche de la médecine. Non. D'un point de vue scientifique pur et dur, on ne peut ni prouver, ni réfuter ces théories en laboratoire. C'est une autre approche. C'est une grille de lecture, une méthode d'interprétation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une philosophie, presque. D'accord. Et la base de cette grille de lecture, c'est l'idée que notre esprit est... Scindé en deux. C'est ça. D'un côté, il y a le conscient, la partie à laquelle on a accès, nos pensées, nos réflexions, Et de l'autre? l'immense continent de l'inconscient. Exactement. L'image qui est souvent utilisée, et elle est parfaite, c'est celle de l'iceberg. Ah oui, l'iceberg. La toute petite pointe qui dépasse de l'eau, celle qu'on voit, c'est notre conscient. Mais l'énorme masse de glace immergée, invisible, 1000 fois plus puissante et qui dicte les courants, ça, c'est notre inconscient. Donc la source de nos problèmes les plus profonds, nos angoisses, nos addictions, nos schémas répétitifs, tout ça viendrait de cette masse cachée et inillusion. C'est le postulat de Freud. C'est là que ça prend racine. Et ça rend le travail sur soi incroyablement compliqué, évidemment. Ça me fait penser à cette vieille histoire. L'homme qui cherche ses clés sous un lampadaire, pas parce qu'il les a perdues là, mais parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. C'est une analogie parfaite pour la psychanalyse. Il s'agit d'oser aller chercher les clés dans le noir, là où elles se trouvent vraiment. Et pour ça, Freud dit qu'il faut d'abord comprendre un mécanisme central, c'est le... Le refoulement. Le refoulement, c'est la clé de voûte de tout le système. Alors, allons-y. Pour comprendre ce qui se passe dans cette obscurité, il nous faut une sorte de carte. Comment Freud décrit-il le paysage de notre esprit? Ce qui est génial avec sa théorie, c'est qu'il nous donne une sorte de casting pour le théâtre qui se joue en nous. Il y a 3 personnages principaux. D'abord, il y a le ça. Le ça. Le ça, c'est la partie la plus primitive. C'est l'enfant capricieux en nous, si vous voulez. Il est totalement inconscient, il veut tout de suite. Le plaisir, la satisfaction des pulsions, sexuelles, agressives. C'est l'énergie brute, le moteur. D'accord, le ça, c'est mon moi animal, celui qui veut le gâteau entier et maintenant. Et en face de lui, En face de lui, il y a le surmoi. C'est le parent sévère, le juge intérieur. C'est cette petite voix dans la tête, pas celle de l'inspiration, l'autre. ah oui, je vois très bien laquelle. Celle qui murmure « tu n'aurais pas dû dire ça, ce n'est pas bien, tu as l'air ridicule ». C'est le gendarme intérieur qu'on a tous, construit brique par les noms de nos parents, les règles de l'école, les lois de la société. Mais attendez, ce surmoi, ça a l'air d'être juste le méchant de l'histoire, celui qui nous empêche de vivre. C'est uniquement négatif? C'est une excellente question. On le perçoit souvent comme un censeur, un tyran, mais Freud dirait que sans lui, c'est l'anarchie. Imaginez une société où le ça serait aux commandes. Ce serait le chaos? Le chaos total. Chaque pulsion serait assouvie sans filtre. Le surmoi, c'est ce qui rend la vie en communauté possible. Et entre ces deux forces opposées, il y a le troisième personnage, le moi, le soi. Et le moi, c'est nous. C'est notre conscience. C'est l'adulte épuisé qui essaie de négocier la paix entre l'enfant capricieux qui veut tout et le parent sévère qui interdit tout. Donc, chaque décision, chaque frustration, chaque moment de culpabilité, c'est une scène de cette pièce intérieure entre le ça, le moi et le surmoi. C'est une lutte de tous les instants. Un compromis permanent entre les désirs du ça, les interdits du surmoi et la réalité du monde extérieur. Et le refoulement, c'est donc l'arme principale du surmoi dans cette bataille. C'est son arme de prédilection. Quand un désir du ça est jugé trop honteux, trop dangereux ou simplement socialement inacceptable, le surmoi ne le détruit pas. Il le saisit et l'enferme à double tour dans la cave de l'inconscient. C'est ça le refoulement. Mais il n'est pas détruit. Non. Et c'est là tout le problème.
Rien ne disparaît jamais vraiment de la psyché. Le désir est toujours là, bien vivant, et il va passer son temps à essayer de forcer la porte de la cave. D'accord, donc on a cette guerre civile permanente dans notre tête pour nous permettre de prendre le bus sans agresser le voisin. Mais j'imagine que parfois l'équilibre est rompu, qu'un des camps prend le dessus. C'est exactement là que les troubles psychiques apparaissent. C'est une question d'équilibre. Par exemple, si votre surmoi est trop faible, pas assez structuré, Le gendarme est en congé. voilà. Il n'arrive plus à contenir les pulsions du ça. C'est le profil de la personne qui explose de colère pour un rien, qui ne maîtrise pas ses impulsions, qui cède à ses addictions sans pouvoir se contrôler. Et à l'inverse, si le gendarme est un tyran, C'est l'autre extrême. Et c'est tout aussi destructeur. Un surmoi surpuissant, tyrannique, écrase le ça en permanence. C'est la personne qui veut toujours être parfaite, qui ne se pardonne aucune erreur, qui cherche constamment l'approbation des autres. et la personne qui veut toujours plaire, Exactement. Elle dépense une énergie psychique colossale pour maintenir tous ses désirs sous scellés, de peur d'être jugée. Et c'est une prison intérieure qui mène souvent à l'épuisement, à la dépression. et cette répression totale d'une pulsion, les sources qu'on a consultées donnent un exemple qui fait froid dans le dos. Oui, un exemple tragique et extrême, celui des prêtres astreints au célibat. Quand on exige d'un être humain de refouler à vie une pulsion aussi fondamentale que la pulsion sexuelle, le risque est immense. Elle ne disparaît pas. Non, elle se déforme de manière monstrueuse. Le désir, étranglé, peut finir par ressurgir sous des formes perverses et tragiques. On pense bien sûr aux abus sexuels sur des enfants, dans un contexte qui est censé être le plus protecteur qui soit. Le film Spotlight a montré ça de manière glaçante. Tout à fait. C'est une illustration terrible de ce qui arrive quand une pulsion est niée au lieu d'être comprise et canalisée. C'est terrifiant. Freud lui-même a construit sa théorie sur des cas cliniques, n'est-ce pas? Il y a cette histoire célèbre d'une de ses patientes qui souffrait d'hystérie. Oui, un cas fondateur. Une femme vient le voir avec des symptômes physiques paralysants, mais sans aucune cause médicale identifiable. En l'analysant, Freud remonte le fil du temps et découvre un drame intérieur. Lequel? Cette femme désirait secrètement et de manière très intense son beau-frère. Un jour, alors qu'elle est au chevet de sa propre sœur, qui est très malade, une pensée fulgurante émerge de son lingot. Si elle mourait, il serait libre pour moi. Oh là là. La culpabilité a dû être insoutenable. Absolument insupportable. La pensée était si horrible, si contraire à son amour pour sa sœur, que son surmoi a agi avec une violence extrême. Il a refoulé non seulement la pensée, mais aussi le désir qui allait avec. Tout a été effacé. Tout. Effacé de sa conscience. Mais le désir, lui, était toujours là, prisonnier dans l'inconscient. Et il a trouvé une autre issue. Le corps. Ces symptômes hystériques, ces paralysies, c'était en fait le langage de ce désir bâillonné. Et la guérison, elle est venue du fait de se souvenir de cette scène. Rétention de corps et de journal, ce fut en effet une douche qui nous cuisina réellement et nous en plongea plusieurs fois dans une mesure scélérée d'imitation éternelle. Pas seulement de s'en souvenir, elle est venue du fait de pouvoir enfin mettre des mots sur l'indicible. En revivant la scène avec Freud, sous hypnose, je crois, au début, elle a pu pleurer sa sœur, reconnaître son désir, sans se juger, comprendre sa culpabilité. En ramenant ce contenu refoulé à la conscience, De manière apaisée, oui. Le corps n'avait alors plus besoin de crier. Et les symptômes ont disparu. c'est fascinant. Mais si cette guerre est secrète et que tout est enfermé dans la cave, est-ce qu'il y a des fuites, des messages qui arrivent à passer la sécurité du surmoi dans notre vie de tous les jours? Constamment. C'est ce que Freud appelle le retour du refoulé. Les désirs prisonniers frappent sans cesse à la porte. Et pour tromper la vigilance du gardien, le surmoi, ils doivent se déguiser. Ils portent des masques. Exactement. Et ces manifestations déguisées, on les rencontre partout, tout le temps. Le plus connu, c'est le lapsus oubé. J'adore cette anecdote qu'on trouve dans nos notes. L'histoire d'un homme très timide, invité à dîner. Il est fasciné par le décolleté de son hôtesse, Ah oui, le grand classique. mais évidemment, son surmoi lui interdit formellement de le faire remarquer. Au moment de partir, plein de bonnes intentions, il veut la complimenter sur sa maison. Et au lieu de dire « Madame, quel beau décor », sa langue fourche et il lâche « Madame, quel beau décor ». Et voilà, le message est passé. Le désir a profité d'un instant d'inattention du censeur pour se glisser dans une fissure du langage. C'est l'exemple parfait. Une autre manifestation, plus subtile, c'est l'acte manqué. Oui, pour Freud, le hasard n'existe pas en psychologie. Chacun de nos petits oublis, de nos maladresses, de nos pannes,
a un sens caché. Comme l'exemple de cette personne toujours ultra ponctuelle qui, le jour d'un entretien d'embauche crucial, n'entend pas son réveil pour la toute première fois de sa vie. Exactement. Consciemment, cette personne se dit « je veux ce travail, j'en ai besoin », mais son acte manqué est un message de son inconscient qui crie « en réalité, ce job t'ennuie à mourir, tu n'en veux pas ». Le désintérêt, refoulé par nécessité financière, a trouvé un moyen de saboter le projet. C'est ça. Et bien sûr, il y a le terrain de jeu favori de l'inconscient, le rêve. La voie royale vers l'inconscient, comme il disait. Pour Freud, la fonction première du rêve, c'est de permettre l'accomplissement des désirs refoulés, des désirs interdits. Comment ça fonctionne? Pendant qu'on dort, le surmoi baisse un peu la garde. Il est somnolent, mais pas totalement endormi. Les désirs peuvent donc sortir de la cave, mais à une condition, porter un masque. Donc, un rêve, c'est un message codé. C'est comme un email crypté. Ce dont on se souvient au réveil, l'histoire bizarre, les personnages étranges, c'est le message brouillé. Freud appelle ça le contenu manifeste. Et le but de l'analyse, c'est de déchiffrer. C'est de trouver la clé de déchiffrage pour lire le vrai message, le désir caché qu'on nomme le contenu latent. On a un exemple dans les sources Stécien. Une personne rêve que sa cousine lui offre 2 ballons. Un rêve qui a l'air complètement anodin. En apparence, oui. Mais imaginons que l'analyse révèle un désir sexuel refoulé pour cette cousine, un désir tabou. Ce désir, violemment refoulé par le surmoi, va revenir dans le rêve sous une forme symbolique. Les 2 ballons pourraient représenter les seins. Ah oui, d'accord. Le rêve permet au désir de s'accomplir de manière déguisée, sans choquer la conscience. Et ce qui est crucial, c'est qu'il n'y a pas de dictionnaire des rêves. Un ballon ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. L'interprétation dépend entièrement de l'histoire personnelle du rêveur. On arrive maintenant aux théories de Freud qui ont le plus choqué à son époque et qui, honnêtement, continuent de faire grincer des dents aujourd'hui. Oui, on entre en terrain miné, en particulier avec ses idées sur la sexualité infantile. Il faut préciser tout de suite. Oui, il faut être très clair. Quand Freud parle de ça, il ne parle absolument pas de désir génital adulte. Il parle d'un besoin affectif et sensuel fondamental chez le bébé. Le plaisir d'être touché, porté, le plaisir de la succion. Pour lui, c'est la toute première forme de la pulsion de vie. Mais il est allé beaucoup plus loin que ça. Il a avancé une idée qui reste l'un des plus grands tabous. En effet, c'est sa théorie la plus explosive. Il postule que le premier objet d'amour de l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, est sa mère. C'est un attachement total, une fusion. Et ce désir. Ce désir originel est ensuite, selon lui, massivement refoulé. Au moment où l'enfant prend conscience du monde extérieur, de la place du père, et où son surmoi se construit avec les premiers interdits. Attendez, il dit vraiment que c'est une expérience universelle. Mais alors, pourquoi est-ce que personne ne s'en souvient? C'est tout le cœur de sa théorie. Ce refoulement serait si précoce et si puissant qu'il créerait une amnésie infantile totale. Ce premier amour interdit serait la pierre angulaire de notre inconscient, le secret le mieux gardé de notre psyché. On comprend pourquoi même aujourd'hui cette idée est si difficile à entendre. Alors imaginons le scandale dans la Vienne puritaine du début du XXe siècle. C'était une bombe atomique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce sont précisément ces idées profondes, celles qui nous bousculent et nous forcent à questionner nos certitudes, que nous aimons explorer dans notre café philosophique. Si cette discussion trouve un écho, si elle fait réfléchir, un like ou un partage est le meilleur moyen d'inviter d'autres personnes à se joindre à la conversation. Et à enrichir la réflexion collective. Exactement. Au final, l'héritage de Freud est incroyablement polarisant. Il y a ceux qui le voient comme un génie absolu, un Christophe Colomb de l'âme humaine. Et il y a ceux qui le détestent. Qui le considèrent comme un charlatan obsédé par le sexe. Il n'y a pas vraiment de juste milieu avec Freud. Il ne laisse personne indifférent. C'est souvent le signe des penseurs qui ont vraiment compté. Pour finir, j'aimerais qu'on reste sur une question que toute cette exploration soulève. Freud nous dit que notre moi conscient, cette personne que l'on croit être et maîtriser, n'est en fait que le capitaine d'un navire dont il ignore presque tout. Il est gouverné par les courants invisibles de l'iceberg submergé. Si c'est vrai, la question est vertigineuse. Dans quelle mesure sommes-nous réellement les auteurs de nos vies? Et à quel point ne faisons-nous que jouer un scénario écrit d'avance par notre propre inconscient? Une question qui, je pense, peut nous accompagner à un long moment. Merci pour cet éclairage passionnant et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle discussion.